Alors, Monsieur Légaré, Monsieur Parizeau, chers amis, mesdames et messieurs, c'est évidemment pour moi un grand plaisir de vous accueillir ici à HEC Montréal, à l'école, comme on dit, pour cette édition 2017 de la conférence et de la remise du prix du Fonds Gérard Parizeau. Lorsque le Fonds Gérard Parizeau a été créé en l'an 2000, M. Feu Jacques Parizeau et M. Robert Parizeau ont voulu rendre hommage par ce prix à un grand universitaire rattaché à un établissement québécois. Et pour HEC, c'est un grand honneur aujourd'hui de tenir dans nos murs, pour la 9e fois, cette remise du prix que nous organisons en alternance avec nos amis de l'Université de Montréal, donc une année à HEC, une année à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons souligner la contribution exceptionnelle d'une personne dont une partie significative de sa carrière s'est déroulée dans un établissement québécois dans le domaine des enjeux économiques reliés à l'évolution de la démographie au Québec. Et dans quelques minutes, nous aurons le privilège d'entendre les propos du lauréat de cette année, du lauréat 2017, M. Jacques Légaré, qui est professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal. En terminant, vous me permettrez de saisir cette occasion pour saluer de nouveau et remercier la famille Parizeau pour sa confiance renouvelée à chaque année, pour sa grande générosité. À HEC, nous sommes particulièrement heureux des liens qui unissent la famille Parizeau à l'école. Vous savez peut-être que plusieurs personnes, plusieurs générations de Parizeau sont passées de nos murs, mais je pense qu'il importe de rappeler que le premier diplômé Parizeau de HEC Montréal fut Gérard Parizeau. Gérard Parizeau fut d'ailleurs une figure dominante du milieu de l'assurance au Québec et au Canada. M. Parizeau, Gérard Parizeau, a enseigné aussi à l'école un cours d'assurance pendant 40 ans. Alors, comme je me plais souvent à le répéter à des collègues qui me disent « J'ai beaucoup d'expérience, ça fait longtemps que j'enseigne tel cours », je dis « Il y a des gens qui ont mis la barre assez haut ». Gérard Parizeau a également cofondé et dirigé pendant plusieurs années les revues Assurance et gestion de risque et Actualité économique. Donc, c'est un legs extrêmement important. La remise du prix ainsi que la conférence présentée par le lauréat rendent ainsi hommage à un homme d'affaires et à un citoyen engagé dans sa communauté. Je note enfin que Jacques Parizeau, que moi j'ai eu l'honneur d'avoir comme collègue à l'Institut d'économie appliquée, et son frère Robert Parizeau ont poursuivi dans cette voie. Ce sont tous deux des citoyens exceptionnellement engagés dans leur communauté, notamment auprès de la communauté universitaire et auprès de HEC Montréal. M. Parizeau, nous vous en sommes reconnaissants. Sans plus tarder, j'invite Robert Parizeau à vous dire quelques mots. Merci, M. Patry, M. le directeur, M. Jacques Légaré, Mesdames, Messieurs. Après le décès de notre père, mon frère Jacques et moi avons créé le Fonds Gérard Parizeau en collaboration avec l'Université de Montréal et HEC Montréal. Chaque année, le Fonds attribue un prix d'excellence à une sommité provenant en alternance des domaines de l'économie et de l'histoire, deux centres d'intérêt qui ont marqué la vie de notre père. Je me permettrai de rappeler ici le souvenir de mon frère Jacques, qui a été l'âme de ce prix. C'est la première fois qu'un prix Gérard Parizeau est décerné sans que mon frère y joue un rôle très actif, tant dans le choix de la thématique que par sa présence au jury. 9 prix ont été remis dans le cadre des HEC. Le premier fut attribué en l'an 2000 dans le domaine de l'assurance au Québec. Le récipiendaire fut Jean-Marie Poitras, le fondateur du groupe La Laurentienne et l'un des pionniers qui a travaillé à la consolidation du secteur de l'assurance au Québec en particulier. À partir de 2001, le comité a décidé que le prix serait décerné à des universitaires dans des créneaux déterminés annuellement, toujours en alternant les champs de l'histoire et de l'économie. C'est ainsi qu'en 2002, nous avons choisi la gestion des risques
Le prix fut attribué au professeur Georges Dionne de HEC Montréal. 2004, nous avons voulu reconnaître une contribution exceptionnelle dans le domaine de la politique économique. Le lauréat a été le professeur Bernard Fortin du département économique de l'Université Laval. La stratégie d'entreprise fut le thème retenu en 2006. Le prix a été accordé au professeur Henry Mintzberg de l'Université McGill. À l'occasion du 100e anniversaire de HEC Montréal, le sujet retenu fut celui des technologies de l'information et la récipiendaire, la professeure Suzanne Rivard de HEC Montréal. Pour le 10e anniversaire de la création du fonds, le comité a choisi le secteur des transports. Le prix fut remis au professeur Gilbert Laporte de HEC Montréal. En 2012, c'est le professeur émérite de l'Université Laval, Edwin Bourget, qui a été le lauréat du prix pour sa contribution à la gestion des services publics et plus particulièrement à la gestion dans le milieu universitaire. La gestion des ressources naturelles fut le créneau retenu en 2014. Le lauréat fut Jean-Thomas Bernard, professeur à l'Université d'Ottawa. Cette année, le comité a choisi le domaine des enjeux économiques reliés à l'évolution de la démographie au Québec. Je laisse au professeur Daniel Parent le plaisir de vous présenter notre lauréat, M. Jacques Légaré. Mais avant de lui passer la parole, je tiens à remercier le professeur Parent d'avoir accepté, avec l'appui de Mme Sophie Grenier, d'assumer l'ensemble de l'organisation du prix 2017. Trouver la thématique, choisir le jury et organiser l'événement demande beaucoup de travail et de dévouement. Merci, professeur Parent. Donc, le choix du lauréat a été confié à un jury composé de 3 membres de la famille Parizeau, de représentants de 2 partenaires, HEC Montréal et l'Université de Montréal, et de 4 experts universitaires ou praticiens du domaine des enjeux reliés à l'évolution de la démographie au Québec. Plus spécifiquement, le jury était constitué de Isabelle Parizeau, avocate et représentante de la famille, Marie-Hélène Parizeau, professeure titulaire à la Faculté de philosophie à l'Université Laval et représentante de la famille également, Robert Parizeau, président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ et coprésident du comité de coordination et du jury. Claude Castonguay a accepté de participer comme évaluateur externe, de même que le professeur Pierre-Carl Michaud du département d'économie appliquée d'HEC Montréal et le professeur Michael Smith, qui est un professeur titulaire au département de sociologie de l'Université McGill. En plus, nous pouvions compter sur les services de Jean Saint-Gelais, président du conseil et chef de la direction de la Capitale Groupe Financier, qui était évaluateur externe, de Mme Michèle Brochu, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et représentante de l'Université de Montréal, ainsi que moi-même, professeur titulaire et directeur du département d'économie appliquée à HEC Montréal et coprésident du comité de coordination et du jury. Les coprésidents ont été impressionnés, surtout celui-ci, par la qualité des membres du jury dont nous faisions partie et les remercier pour leur excellent travail. Toute candidature a été proposée par une personne autre que le candidat et appuyée par 2 autres personnes. Le parrain devrait démontrer la façon dont le candidat a marqué le domaine des enjeux économiques reliés à l'évolution de la démographie et il devait aussi éclairer le jury sur l'originalité, l'ampleur, le rayonnement et la pertinence dans un cadre contemporain des écrits du candidat. Les dossiers devaient être soumis au plus tard le 31 janvier et le jury a ensuite une réunion le 1er mai au cours desquelles nous avons fait la sélection du lauréat pour cette année. Après discussion et s'étant entendu d'avoir tous les renseignements nécessaires, un vote a été fait, un vote secret. Et cette année, le lauréat, comme on le sait, est M. Jacques Légaré, professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal. Jusqu'à tout récemment, M. Légaré était co-chercheur au Social and Economic Dimensions of an Aging Population Research Program à McMaster et consultant auprès de la Population Activities Unit de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. Suite à sa formation en mathématiques actuarielles, il a été boursier du Population Council de New York et de l'OCDE à Paris pour ses études supérieures à l'Université de Paris,
où il a obtenu son doctorat en démographie. La majeure partie de sa carrière universitaire s'est déroulée à l'Université de Montréal, où il a été directeur du département de démographie pendant 16 ans. Ayant commencé un mandat de directeur de département depuis 4 mois, j'ai hésité à prononcer cette phrase-là. Ça pourrait donner des mauvaises idées à certains de mes collègues pour la durée de mon séjour comme directeur. Et en fait, pour un séjour de 16 ans, ça mériterait un second prix, quant à moi. Depuis plusieurs années, ses champs d'intérêt et ses publications portent sur le vieillissement des populations et la démographie historique du Québec ancien. À l'âge de 37 ans, il a été élu à la Société royale du Canada, dont il a été plus tard le secrétaire, soit de 1986 à 1989, et le secrétaire pour les relations internationales de 1990 à 1996. De plus, il a été président du groupe de réflexion Le Pont entre les générations de 2004 à 2006. Il a publié récemment, entre autres, je ne vais pas tout défiler, ça prendrait du temps, en 2015, Population Aging and its Economic and Social Consequences dans International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. En 2006, Economic, Social and Cultural Consequences of the Aging of the Population dans Demography. En 2006 aussi, Variations in Cohort Size and Lower Mortality in the Elderly, Implications for Pay-as-you-go Healthcare Systems dans Longer Life. Et en 1999, Dying Healthy or Living Longer, A Society's Choice, dans The Paradoxes of Longevity. Sur ce, j'ai le très grand plaisir d'inviter M. Jacques Légaré, lauréat du prix Gérard Parizeau 2017, à venir nous livrer sa conférence intitulée « La démographie au cours des 50 dernières années, une science en évolution et qui permet d'analyser les changements des comportements de la société québécoise ». M. Légaré. Alors d'abord, merci pour cet accueil de l'École des hautes études commerciales, Montréal. Merci au Fonds Parizeau de tenir vivantes les sciences sociales au Québec. Et merci à vous tous d'être venus assister à cette conférence. Alors, M. Parizeau, il est né en 1899. Et il est mort en 1994. C'était un homme des sciences sociales, disciple d'Édouard Montpetit, mais aussi très impliqué dans le domaine des assurances. C'est une grande personnalité qui a vécu l'entièreté du siècle et il était précurseur même en termes de longévité masculine puisqu'il est décédé à l'âge de 95 ans. Ma pré-carrière en démographie, elle avait des liens avec les intérêts professionnels de M. Gérard Parizeau. Après avoir fait mon baccalauréat SR en sciences, avec l'option sciences en 1957, j'ai été stagiaire au Bureau fédéral des assurances, maintenant le Bureau de l'actuaire en chef du Canada à Ottawa. Ensuite, stagiaire à la compagnie d'assurance Les Prévoyants. Et finalement, j'ai été pendant 1 année et demie travailler à la Standard Life ici à Montréal pour finalement obtenir un BSc avec l'option en mathématiques actuarielles en 1960. Alors, la revue de l'actualité économique, dont nous a parlé M. le directeur, eh bien, M. Moreau, qui était le biographe de M. Parizeau, père, déclarait « Son œuvre écrite a débuté avec l'actualité économique ». Alors, quelle prémonition? Moi, mon premier article scientifique, eh bien, il a été publié dans l'actualité économique. C'est quand même assez intéressant. On reviendra sur cet article publié en 1964. Alors, aujourd'hui, je veux vous présenter l'évolution de la démographie au cours des 50 dernières années. En principe, je n'ai que 50 minutes pour le faire. Ça va être un peu rapide, mais j'espère pouvoir couvrir l'ensemble de l'évolution de la démographie, si vous voulez, puisque la vie professionnelle m'a permis de naviguer pendant plus de 50 ans sur les eaux tumultueuses de la démographie. Alors, dans un premier temps, l'évolution de la discipline démographie sera présentée tant par ses instruments de recherche que par ses méthodes. Et dans un second temps,
eh bien, on commentera l'évolution des comportements démographiques de la société québécoise dans le contexte de la Révolution tranquille et après. En conclusion, on tentera d'anticiper les trajectoires futures des phénomènes démographiques. Alors, la démographie, au cours des 50 dernières années, une science en évolution. On va définir de façon simple la démographie. La démographie, c'est l'étude des populations humaines en rapport avec leur renouvellement par le jeu des naissances, des décès et des migrations. La démographie, c'est quand même la plus jeune des sciences sociales. Donc, ça n'a pas le prestige parfois de la sociologie, des sciences économiques, mais elle a sa dynamique propre. Et l'exposé pour présenter l'évolution de la démographie au cours des 50 dernières années, ça sera en deux parties. D'une part, je vais vous parler des instruments de recherche et ensuite, je vais vous parler des méthodes de recherche. Alors, l'évolution des instruments de calcul. Bon, le boulier, j'ai fait ça quand j'étais petit, donc ça n'a pas fait partie de ma vie professionnelle. Mais ma vie professionnelle, elle s'est faite avec des mathématiques simples au départ, les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, et on pouvait faire à ce moment-là une table de mortalité très bien avec ces 4 opérations-là. La première table de mortalité, eh bien, je l'ai fait avec ce qu'on appelle une règle à calcul. C'est un instrument que la plupart des plus jeunes ici n'ont jamais vu dans leur vie et n'ont jamais utilisé. Et ensuite, j'ai utilisé le rouleau à calcul. Le rouleau à calcul qui avait l'avantage d'être 3 fois plus performant que ne l'est la règle à calcul. Et pour la précision dans une table de mortalité, c'est important. M. Louis-Henry avait son rouleau à calcul et on pouvait l'emprunter pour faire des calculs plus élaborés. Ensuite, on est passé aux calculatrices. Les calculatrices, eh bien ici, vous en avez une très belle que j'ai déjà utilisée à Statistique Canada. C'était purement mécanique. Purement mécanique, et à ce moment-là, on tirait sur la manette et on obtenait notre résultat. Alors, tout ça a beaucoup évolué, évidemment. On est arrivé jusqu'à des ordinateurs. Le premier ordinateur Apple, qui a vu le jour à un moment donné. Et finalement, on en est arrivé, et c'est là que je veux en venir, eh bien, à des ordinateurs qui sont de plus en plus performants. Et c'est ça qui va diriger, on va y revenir, l'évolution des siècles à venir. Évidemment, mes 4 opérations, les étudiants d'aujourd'hui les ont dépassées et j'utilise des statistiques, des méthodes mathématiques beaucoup plus sophistiquées pour arriver parfois à des résultats semblables que ceux auxquels on serait peut-être arrivé avec nos 4 opérations. Bref. Alors, les instruments de recherche. Eh bien, les instruments de recherche, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on est passé dans le développement des ordinateurs. Rappelez, les plus jeunes ne vont pas idée, on utilisait ce qu'on appelait des cartes perforées, et puis on est arrivé aux ordinateurs modernes. Le grand avantage de ces ordinateurs modernes, et même les premiers, c'est qu'ils étaient super puissants en termes de calcul. Et deuxième caractéristique des ordinateurs et même des super, eh bien, c'est le stockage quasi illimité de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de mémoire qui sont quasiment incommensurables. Alors, une petite anecdote pour les plus vieux d'entre vous ou ceux qui aiment beaucoup le cinéma. Il y a un film qui s'appelait Fahrenheit 451, fait par François Truffaut en 1966, où les protagonistes s'étaient mis dans la tête de mémoriser des livres parce que le régime d'alors, on est dans des sciences d'anticipation, les régimes d'alors avaient demandé que l'on brûle les livres puisque c'était quelque chose d'épouvantable. Et donc, les protagonistes, par souci pour les générations futures, emmagasinaient au mieux de leurs possibilités les livres dans leur mémoire. Vous vous doutez que la mémoire de ces gens-là, elle était limitée par rapport à la mémoire des ordinateurs. Aujourd'hui, eh bien, les ordinateurs ont des mémoires telles que ma bibliothèque, que j'ai établie pendant 50 ans avec de nombreux livres, ceux qui sont déjà venus dans mon bureau, c'est dans quel foutoir c'est, eh bien, cette bibliothèque-là de 50 ans, eh bien, elle a été numérisée complètement. Elle peut se retrouver sur une petite clé USB, et on pourra se permettre,
à mon grand dame, de déchiqueter l'entièreté de ma bibliothèque. Alors, maintenant, on passe quels étaient les instruments de recherche. Eh bien, on avait, à ces moments-là, on utilisait surtout les dérecensements et les statistiques de l'État civil. Et puis, graduellement, au cours de ces 50 années, on est passé aux enquêtes populationnelles. Mais il y avait un élément de base pour moi, ce qui était de la démographie, c'était le registre de population. C'était ma marotte pendant 50 ans, le registre de population. Et lors de mon intronisation à la Société royale en 1976, eh bien, j'ai montré en quelques pages comment ce registre de population, un registre de population, c'était le laboratoire contesté du démographe, et on va y revenir un peu. Alors, à défaut de pouvoir faire un registre de population pour le Québec moderne, j'ai travaillé sur un registre de population sur la population du Québec ancien. Et alors là, ce projet d'avoir un registre de population pour le Québec ancien, eh bien, c'est un projet de vie que j'ai eu avec mes collègues et c'est l'histoire du programme de recherche en démographie historique, le PRDH. Alors, le but du PRDH, eh bien, c'était de reconstituer la population du Québec des origines à nos jours et ça demandait de passer des registres paroissiaux manuscrits, évidemment, à l'ordinateur. Et une fois que ces registres paroissiaux ont été numérisés, eh bien, on était en mesure de faire des dossiers individuels de la population du Québec ancien et d'avoir, à ce moment-là, un registre de population du Québec ancien qui est fonctionnel maintenant, qui peut être consulté sur Internet. Et donc, un de mes objectifs de vie, de carrière, était atteint par la production du registre de population du Québec ancien. Mais pour l'ère moderne, eh bien là, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. On est à l'ère d'Orwell, 1984, Big Brother. Oh là là, on ne fait pas de ce genre de choses, d'amalgamer toute cette information autour des individus, etc. Et on en a eu un exemple concret. Au gouvernement fédéral, eh bien, les Ressources humaines du Canada avaient mis sur pied un registre de population très intéressant et qui a été détruit dès que ça s'est connu dans la population parce que c'était Big Brother, on risquait d'être envahi par ce registre de population des Ressources humaines du Canada. Mais les choses changent. On est rendu maintenant au niveau de Big Data. Alors, Big Data va peut-être nous permettre d'aller dans une autre direction. Alors, maintenant qu'on a passé les instruments, allons voir les méthodes. Eh bien, moi, j'ai appris à faire de l'analyse démographique avec mes maîtres, Louis-Henri, Roland Pressat, et c'était l'analyse classique par génération, par cohorte, où on calculait l'intensité et le calendrier des événements démographiques. Mais avec le temps, on en est arrivé à faire de l'analyse statistique beaucoup plus sophistiquée et qui, elle, est faite à l'aide de microdonnées, alors que l'analyse classique en démographie était faite à partir des statistiques de recensement et de l'état civil. Dans les méthodes de recherche, eh bien, l'élément clé de l'évolution, à mon avis, de la discipline, c'était d'avoir pu avoir recours au jumelage automatique de l'information, c'est-à-dire le record linkage. Et à ce moment-là, à défaut de le faire pour les données modernes, puisque, comme je vous ai dit, il y avait Monsieur Big Brother était toujours dans le décor, eh bien, on l'a fait à partir des manuscrits, des registres paroissiaux, et on a jumelé les informations dans les registres paroissiaux concernant les mariages, les décès et les sépultures. Et on en arrive, on espère un jour qu'on arrivera, comme on y reviendra plus tard, au jumelage de documents administratifs qui sont la plupart maintenant numérisés. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure que mon premier article était paru dans l'Actualité économique en 1964. Il s'intitulait « Les taux d'accroissement décennaux comme indice d'analyse démographique et de projection de population ». Alors, les étudiants qui sont ici ou qui me voient dire ça doivent dire « Non, mais monsieur, c'est un peu dépassé. En effet, c'est un peu désuet, un peu grossier de faire des projections de population avec des taux d'accroissement décennaux. C'est un peu grossier. » Et on est passé à des projections de population beaucoup plus sophistiquées par ce qu'on appelle la méthode des composantes. Et on en arrive maintenant à faire des projections de population à l'aide de méthodes de microsimulation. Alors, la microsimulation, eh bien, j'ai eu un contact avec la microsimulation dès les années 60
suite à l'œuvre de M. Orcutt, qui avait fait un livre pour montrer à quel point ça serait intéressant de faire des projections en tenant compte de multiples variables, non pas uniquement l'âge, le sexe et l'état matrimonial, mais de multiples variables pour arriver à mieux saisir le comportement des humains. Et M. Orcutt, moi, alors j'étais enthousiasmé par ces méthodes qui étaient développées par M. Orcutt, mais comme lui, j'ai tout de suite vu que c'était impossible, c'est-à-dire que ça demandait tellement de calculs à faire qu'avec les petites méthodes qu'on avait dans les années 60, il n'était pas question de penser qu'on pourrait éventuellement un jour réaliser les objectifs que M. Orcutt avait en tête. Eh bien, c'est maintenant fait et on peut faire maintenant des projections à l'aide de la microsimulation en utilisant justement les ordinateurs puissants qui sont à notre disposition. Et moi, je n'ai jamais, évidemment, programmé pour faire de la microsimulation. Quand c'est arrivé dans ma vie, j'étais un peu à d'autres tâches, mais j'ai utilisé, et ça, je pense que c'est intéressant, j'ai utilisé les résultats de ces modèles de microsimulation, les résultats des modèles de microsimulation à Statistique Canada, LifePath, DemoSim et même maintenant avec un nouveau qui s'appelle DanSim. Donc, la microsimulation prend beaucoup d'importance dans notre discipline. Alors maintenant, on va passer au comportement démographique que la science de la démographie, les comportements de population, je m'excuse, que la science démographique permet de saisir. Et on va regarder ça sur une période de 50 ans, c'est-à-dire du moment où j'ai commencé, moi, à faire de la démographie dans les années 66. J'étais engagé, je m'excuse, en 65, j'étais engagé à l'Université de Montréal. Après mon article de 64, ou bien voir 66, c'est la fin du baby-boom. On ne savait pas que c'était la fin du baby-boom, mais c'était des années un peu particulières, le milieu des années 50, des années 60. Et ça nous mène 50 ans plus tard à nos jours, et on m'a demandé de faire un résumé de cette évolution de 50 ans en 50 minutes, ce qui va être un défi un peu important. Alors, on va regarder la croissance de la population, qui est le départ de la démographie, et la croissance de la population, bien, elle se fait par les composantes démographiques, les phénomènes démographiques, qui sont la formation des couples, la reproduction, l'immigration, la mortalité et le vieillissement. Alors, la croissance de la population. Eh bien, quand j'ai commencé à faire de la démographie, dans le monde de la démographie, mais dans le monde des sciences sociales, surtout dans le monde économique, on ne parlait que d'une chose, c'était la surpopulation de la planète. Tout le discours était autour de la surpopulation. Il y avait le Club de Rome dans les années 70 qui avait publié un ouvrage très important qui s'appelait « The Limit to Growth », qui était traduit en français par « Halte à la croissance ». Il fallait halte à la croissance. Ehrlich, qui était en Californie, a publié en 68 The Population Bomb. Donc, c'était vraiment le sujet de l'heure, la surpopulation de la planète. Aujourd'hui, personne ne parle maintenant de surpopulation et on est passé à autre chose. On parle des changements climatiques, on parle du réchauffement de la planète. Eh bien, la population a cru au Québec au cours de cette période de 50 ans que j'étudie. La croissance avait été plus importante, évidemment, pendant le baby-boom, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, s'est terminé en 1966. Et on a observé depuis 50 ans une croissance faible de la population au Québec. La population est passée de 5 800 000 en 1966 à 8 300 000 en 2016, avec une natalité et une mortalité basse, relativement stable, mais surtout avec l'immigration qui deviennent de plus en plus le moteur de la croissance. Alors, le régime démographique du Québec, eh bien, il est différent du régime démographique du Canada parce que les thèmes que j'ai abordés tout à l'heure et qu'on va maintenant voir en détail, eh bien, en général, les comportements de la population du Québec sont un peu différents de ceux du reste du Canada. Et c'est une conséquence très importante, eh bien, c'est que la part de la population du Québec dans le Canada, eh bien, elle est en continuelle décroissance. Ça, c'est un fait relativement connu, alors que la part de l'Ontario, elle, a augmenté, est autour de 38 on pourrait voir qu'elle va rester à ce niveau. La part du Québec, elle, eh bien, elle est en décroissance depuis les années 66 et on ne voit pas exactement jusqu'où ça va aller. Une chose importante, c'est que
pour ceux qui se rappellent la politique de Robert Bourassa, au moment des négociations constitutionnelles, Robert Bourassa disait « on veut 25 % de tout ». 25 % des budgets fédéraux, 25 % des sièges au Sénat, 25 % de tout, parce que notre poids démographique à nous, au Québec, dans le Canada, c'est 25 %. Eh bien, le 25 % ça s'est passé à un jour près, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé plus que quelques jours, puisqu'on voit qu'en tout temps, la proportion de la population québécoise dans l'ensemble canadien, eh bien, elle est diminuée continuellement, et c'est autour des années 90 qu'on a atteint le 25 %, mais depuis, ça a diminué puisqu'on arrive maintenant autour de 22 %. Donc, les policiers du ROC ont peut-être trouvé qu'il ne fallait pas donner à M. Bourassa les pouvoirs qu'il demandait, et ils avaient sans doute un peu raison, puisque la réalité s'est chargée de le contredire. Alors, maintenant, on passe au point suivant, qui est le prélude à la reproduction, c'est la formation des couples. Alors, pour faire la reproduction, on a besoin des couples, et on passe d'une situation où, dans le passé, le mariage était universel, sauf pour les célibataires des communautés religieuses. Tous les autres se mariaient. Eh bien, là, on a eu la disparition des communautés religieuses, mais les unions, maintenant, ne ressemblent pas du tout à celles qu'on avait jadis. On a des couples très diversifiés. On est passé à l'union libre. Au Québec, on est à l'avant-garde de l'union libre dans les pays développés, où 40 % des gens vivent en union libre. Et on est passé d'unions de sexes différents universelles, tout le monde était avec des unions différentes, et à un certain nombre d'unions de même sexe, et maintenant peut-être bientôt de même genre. Et jadis, on avait une stabilité des unions, stabilité des mariages, tout au moins apparente, puisqu'il se passait des fois quelque chose dans les foyers, mais on est passé à cette stabilité apparente, à une fragilité des unions, où on a beaucoup de séparations, on a accès au divorce, que les lois ont été changées au Canada en 1968, et on peut dire qu'au tournant du siècle, 50 % des unions se terminent par une séparation ou par un divorce. Ceci nous amène à avoir, parce que les gens ne restent pas simplement hors union, à avoir une augmentation de nouvelles unions de rang élevé. Alors, on passe maintenant à la reproduction du baby-boom au baby-boss, puisque les couples sont là en présence. Eh bien, il faut bien voir qu'avant, au début du siècle dernier, jusqu'à la moitié, en gros, c'était le message qui était passé dans la population, et c'était les curés, il ne faut pas limiter la famille. Alors, dans le confessionnal, le prêtre disait toujours à ses parents repentants, ne pas limiter la famille, et ceux qui le faisaient recevaient une pénitence qui n'était pas toujours très agréable. Et on est passé de la non-limitation des familles à la limitation des naissances. Alors, on a appris à limiter les naissances dans le couple, et pour le faire, il fallait utiliser des moyens de contraception ou éventuellement l'avortement. Alors, la contraception, eh bien, il y a eu de la contraception bien avant les années 50, ça va de soi au Québec, puisqu'on avait des niveaux de familles qui étaient relativement petites. Les grandes familles étaient disparues, mais avec des moyens qui étaient souvent pas très fonctionnels et pas très protecteurs pour être sûr de ne pas avoir l'enfant que l'on ne voulait pas. Donc, la contraception, eh bien, elle est de deux niveaux, la contraception. Il y a une contraception d'espacement des naissances et une contraception d'arrêt des naissances. La contraception d'espacement des naissances, eh bien, c'est d'avoir les enfants que l'on veut au moment où on le veut. Donc, on espère qu'on va pouvoir contrôler la progéniture. Eh bien, dans les années 50, 60, eh bien, c'était la méthode Oginonos. Les plus vieux d'entre vous ont sûrement entendu parler de la méthode Oginonos. Lorsqu'on voyait un enfant non désiré dans une famille, c'était un petit Oginonos, parce que la méthode n'avait pas fonctionné. Et on est passé, mais l'élément important dans le Québec d'alors, c'est que la méthode Oginonos, elle était tolérée par l'Église catholique. Alors qu'au cours des années 60, eh bien, on est passé à la pilule contraceptive, qui, elle, est toujours condamnée par l'Église catholique. Et les Québécois, je pense, se sont foutus de cette directive qui leur avait été donnée. Mais
il y a aussi l'avortement. Si on veut interrompre des grossesses, on peut recourir à l'avortement. Il faut bien voir que l'avortement était illégal au Canada et ce n'est qu'à partir de 1968 que l'avortement a été accepté légalement. Eh bien, l'avortement, et ça, il faut bien le spécifier parce que des gens mélangent les choses parfois, ce n'est pas une méthode contraceptive, c'est-à-dire la conception a eu lieu. Donc, c'est strictement une intervention chirurgicale qui fait que on a eu un grand nombre d'avortements maintenant que c'était permis. Et maintenant, on a la pilule abortive qui est beaucoup moins envahissante, mais invasive, mais l'histoire de l'avortement au Québec est un peu embêtante. En effet, si on regarde le nombre d'interruptions volontaires de grossesse et un indice synthétique pour le résumer, si on regarde les nombres à gauche, eh bien, on voit qu'en 1976, il y avait 5 000 avortements au Québec et qu'en 2000, il y en avait au-delà de 35 000 avortements qui avaient lieu au Québec. Eh bien, ça, c'est des niveaux qui n'existent pas en général dans les pays qui ont accès facilement à la contraception. Et le Québec, là-dessus, est un cas bien particulier. Au Québec, l'accès à la contraception c'est facile même pour les adolescents, alors que ce genre de niveau d'avortement, on les retrouve surtout dans les pays où l'accès à la contraception n'existe pas, et en particulier l'accès à la contraception chez les adolescents ou chez les plus jeunes. Alors, si on va maintenant au niveau de la fécondité et de la famille, puisqu'on a vu que les couples avaient des moyens de contrôler leur fécondité et de faire des familles à l'image qu'ils voulaient, eh bien, on est passé d'une forte fécondité. Rappelez-vous, dans les familles de 10 enfants, 8 enfants, etc., c'était au siècle dernier. Au début de ce siècle, on était plutôt autour de 4 ou 5 enfants. Et on a eu le baby-boom qui est venu jouer dans les plates-bandes. Et si on regarde l'évolution de la fécondité, eh bien, la fécondité qui est partie d'autour de 4,5 enfants par femme, eh bien, la tendance séculaire, eh bien, elle a diminué, elle était sur un trajet très clair pour arriver à 2,1 autour des années 70 et on croyait que c'est un cran d'arrêt. La tendance s'est poursuivie et maintenant, la fécondité est autour de plutôt 1,5, 1,8. On voit que ça varie au Québec et on varie dans les projections. Et ce qui est arrivé, eh bien, c'est qu'il y a eu, et ça, c'est dans l'histoire du Québec, le sacré baby-boom. Le sacré baby-boom, eh bien, c'est un surplus de naissance par rapport à la tendance de la fécondité qui a fait qu'on a eu des nombres très importants d'enfants qui sont nés au Québec. Alors, jadis, les familles étaient des familles nucléaires, c'est-à-dire père, mère et enfants. On est passé à des familles reconstituées qui sont beaucoup plus difficiles à cerner. Et on est passé surtout des enfants illégitimes aux enfants nés hors mariage. En effet, dans le passé, il y a toujours eu un certain nombre d'enfants qui naissaient hors mariage, c'est-à-dire que c'était les filles-mères qui donnaient naissance à des enfants, et le père était inconnu. Et puis, depuis les années 70, eh bien, au Québec, les enfants naissent toujours hors mariage. Aujourd'hui, on est rendu à 60% des enfants qui naissent hors mariage. Or, ces enfants qui naissent hors mariage, ce ne sont pas des enfants de père inconnu. Au contraire, le mariage est là, l'union est là, mais il n'y a pas eu de mariage officiel. Alors que les enfants de père inconnu, les enfants de filles-mères, comme on disait à l'époque, eh bien, ça reste à peu très bas au niveau du Québec, au niveau de 5 %, alors que les enfants nés hors mariage, eh bien, eux, sont autour de 60 %, ce qui est un record souvent par rapport à d'autres pays. Si on regarde maintenant les enfants, bien, jadis, les enfants, ils vivaient avec leurs parents biologiques jusqu'au départ d'unifamilial pour se marier. Aujourd'hui, vu l'instabilité des couples déjà mentionnés,
eh bien, un enfant sur 4, âgé de 6 ans, ne vit pas avec ses 2 parents biologiques. Là aussi, c'est une caractéristique importante de la situation au Québec. Alors, si on regarde le baby-boom, eh bien, les naissances du baby-boom, elles ont des conséquences, nombreuses conséquences, tout au long du cycle de vie. C'est ce qu'on appelle l'effet pig in the python, c'est-à-dire que ces nombreuses naissances qui sont arrivées à près de 140 000, après être partis de 80 000 en quelques années, on est arrivé au-delà de 140 000 naissances, autour des années 60, et la montée fut vertigineuse, à partir d'avoir 80 000 naissances au Québec, à 140 000. La descente fut aussi vertigineuse, c'est le baby bust, et on est revenu à des niveaux qui ressemblent à ceux d'avant le baby boom, c'est-à-dire avant le baby boom, c'était autour de 80 000 naissances par année, alors que après le baby bust, eh bien, c'est autour de 90 et on prévoit en général que ça va rester autour de 90 000 naissances par année. En fait, on assiste depuis le baby bust à ce qu'on appelle le non-remplacement des générations. Alors, au début, le non-remplacement des générations, c'était vu comme un événement purement conjoncturel, tout se bousculait, etc. Les gens voulaient moins d'enfants, ils avaient peut-être un peu plus tôt, on espaçait différemment, etc. De sorte qu'on a cru que c'était purement conjoncturel. Mais avec le temps, eh bien, le phénomène s'est avéré réel. C'est-à-dire que pour de très nombreuses générations, il n'y a pas remplacement des générations. Alors, si on regarde l'indice conjoncturel qui est la ligne bleue, l'indice conjoncturel de fécondité, avec les descendances qu'on trouve dans les générations. Mais les descendances qu'on trouve dans les générations, elles collent de plus en plus proches de l'indice conjoncturel et elles se situent, l'indice conjoncturel et les descendances, entre 1,6 et 1,8, 1,7 enfants par femme. Donc, il n'y a plus, si vous voulez, le remplacement des générations dans la population et ça peut créer un problème, on y reviendra dans la conclusion, voir comment on réagit par rapport à ça. Alors, la descendance finale, eh bien, elle a été décalée pour arriver à ça par l'âge moyen à la maternité. Alors, on passe maintenant à l'autre phénomène démographique qui est la mortalité et un peu la morbidité. Eh bien, dans le passé, la mortalité était très élevée au Québec et c'était en grande partie dû à la mortalité infantile qui, elle, était très, très, très élevée. Et on en arrive maintenant à une mortalité de vieux. Et on a un mode des décès, c'est-à-dire l'âge auquel il y a le plus de décès. Le mode de décès bien, se présente à un âge de plus en plus élevé. Alors, l'espérance de vie au début du siècle était autour de 45 ans. Ma période, qui est 1956, que j'étudie, on avait rejoint autour de 65 ans d'espérance de vie. Et aujourd'hui, on est plutôt entre 75 et 80 ans d'espérance de vie. Or, aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est pour sexe réuni, est autour de 82 ans, alors que pour les femmes, c'est 84 ans, et pour les hommes, de 80 ans. Et on a la même différence une différente espérance de vie à 65 ans. Pour les hommes, c'est de 19 ans, alors que l'espérance de vie pour les femmes est de 22 ans à 65 ans. Alors, ce qui est important, c'est que l'écart qui jadis était de 8 ans entre l'espérance de vie des femmes et des hommes est passé à un écart de 4 ans et ça a des répercussions très importantes pour une population vieillissante. L'élément le plus important, c'est que cette décroissance de la mortalité, elle a eu lieu tout au long des 50 années que je vous présente, mais elle se produit de plus en plus aux grands âges. Alors, aux grands âges, bien là, on a une baisse exceptionnelle de la mortalité à 85 ans et plus. Alors, durant quasiment tout le siècle, la mortalité l'espérance de vie à 85 ans était toujours autour de entre 4 et 5 pour les hommes, pour l'espérance de vie à 85 ans. Et depuis les années 90, eh bien, les femmes ont vu que leur espérance de vie à 85 ans montait de façon très importante. Pour les hommes, c'est vraiment plus au début du siècle. Et depuis le début du siècle, du 21e siècle, eh bien, la montée, elle est fulgurante par rapport
et pour les hommes et pour les femmes, et on verra les implications que cela va avoir. Donc, on se retrouve avec une situation où les gens vivant plus âgés, mais où l'écart d'espérance de vie étant moindre, eh bien, la possibilité de vivre en couple à des âges très âgés existe de plus en plus, malgré les problèmes qu'on a envisagés, qui est celle de la fragilité des couples, même des couples âgés. Alors, si on passe un peu au futur, eh bien, on a des collègues qui prévoient que les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 2000, au début des années 2000, eh bien, vont vivre 100 ans en moyenne. Donc, les enfants que vous voyez autour de vous, ils vont vivre 100 ans. Vivre 100 ans, en moyenne, ça a une implication très importante. Ça veut dire que 50% d'entre eux vont mourir centenaires, au moins centenaires. Et qui sait, ils seront peut-être super centenaires, ils vont peut-être mourir à l'âge de 110 ans, la moitié d'entre eux. L'autre moitié va mourir avant 70 ans, avant 100 ans, mais autour de 100 ans. Donc ça, c'est un changement très important par rapport à tout notre système social, que ce soit le travail, que ce soit les retraites, etc. Les jeunes d'aujourd'hui doivent être informés que leur avenir est qu'ils ne mourront vraisemblablement pas avant l'âge de 100 ans. Mais on est passé, si vous voulez, d'une mortalité fatidique. Dans le passé, on prenait la mort lorsqu'elle arrivait. Eh bien, ça risque de ne plus se reproduire. C'est-à-dire que les individus vont vraisemblablement choisir le moment où ils vont décider de mourir. C'est une tendance pour le siècle, il n'y a aucun doute, puisque cet individualisme existe depuis un bon nombre d'années dans les phénomènes démographiques et il n'est pas contesté, c'est-à-dire que le choix du conjoint ne se fait plus par les familles, le choix du conjoint se fait par les individus. Si une union ne fonctionne pas, les partenaires décident d'un commun accord d'arriver éventuellement à un divorce. Ils décident eux-mêmes du nombre d'enfants qu'ils auront. Ce n'est pas la société qui va décider pour eux, c'est eux qui décident combien d'enfants ils vont avoir et quand ils vont les avoir. Et s'il y a des échecs de contraception, ils vont recourir à des moyens particuliers pour faire en sorte que l'enfant non désiré n'arrive pas. Donc, tout au long de l'évolution que l'on a vécue dans les 50 dernières années, on assiste à un individualisme de plus en plus important, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la médecine, ce n'est pas le juridique qui gère nos vies quotidiennes. Et pourquoi n'en serait-il pas de même pour le dernier moment? Le dernier moment, c'est le moment peut-être le plus important d'une vie. Et pourquoi ce ne serait pas l'individu qui le choisirait? Eh bien, avec ce qu'on a entendu encore récemment, ce qui se passe aux Pays-Bas, eh bien, on est en 2017, on peut prévoir qu'au cours de ce siècle, les individus décideront du moment de leur décès. La morbidité. La morbidité, c'est l'étude de la santé des populations. Eh bien, c'est quelque chose de difficile à cerner. Un décès, ça s'observe facilement. Un état de santé, c'est difficile à déclarer si c'est de la bonne santé ou si la personne est en mauvaise santé. Mais, vraisemblablement, on y arrive. On a des indicateurs qu'on appelle l'espérance de vie en santé. Et pour nous qui nous intéressons plus aux personnes âgées, eh bien, on voit une situation difficile à saisir pour l'espérance de vie à 65 ans. C'est instable dans le temps. Est-ce que les vieux d'aujourd'hui sont plus en santé que les vieux de jadis? Les indicateurs que l'on a ne sont pas toujours très clairs. Mais ce qu'il se dégage vraisemblablement par rapport à la morbidité, c'est que d'une morbidité difficile à cerner, on risque d'arriver à mourir dans la dignité à défaut de mourir en santé, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait que lorsque l'espérance de vie est aussi élevée que celle qu'on a dans nos sociétés, eh bien, ce serait de ne pas avoir d'années malades avant de mourir et tout simplement de mourir en santé. Ça pourrait être un objectif de société. Si on passe au phénomène suivant, qui est le vieillissement. Alors, le vieillissement de la population, le mot vieillissement, il y a le mot vieux dans le mot vieillissement, n'est-ce pas? Alors,
moi qui suis dans ma 80e année, est-ce que je suis un vieux? Quand je pose cette question-là en classe à des étudiants, il y en a qui regardent au plafond, il y en a qui regardent par terre, personne n'ose me regarder dans les yeux. Eh bien, je leur dis, écoutez, pour savoir si je suis vieux ou pas, on va aller voir une définition de ce que c'est qu'un vieux. Alors, on va avoir une définition, pas avec Wikipédia, là, j'ai pris une définition beaucoup plus ancienne, Furtière 1690, pour aller voir qu'est-ce qu'on disait dans ces temps-là, ce qu'était qu'un vieux. Eh bien, vieux se dit d'un certain âge où, quand on y est parvenu, on est caduc. Les hommes sont vieux à 60 ans, les chevaux à 20. Eh bien, moi, je ne suis pas caduc. Donc, je ne suis pas vieux. Mais ce que nous apprend cette définition, qui est très important, c'est pourquoi les chevaux sont vieux à 20 ans et les hommes à 60. Eh bien, c'est que les chevaux ne vivent pas au-delà beaucoup de 20 à 30 ans, alors que les hommes, eux, vivent beaucoup au-delà de 60 ans. Et donc, pour établir un seuil de la vieillesse, il faut tenir compte de l'espérance de vie. Ici, c'est l'espérance de vie d'une espèce, les chevaux par rapport à des individus, mais il faut tenir compte de l'espérance de vie, et ça, c'est bien connu. L'espérance de vie, elle varie dans le temps et dans l'espace. Et donc, on ne peut pas avoir un seuil de vieillesse constant au cours des siècles, au cours des pays, etc. Donc, ça doit être variable. Alors, comment on établit le seuil de la vieillesse? Eh bien, on peut dire que c'est le temps écoulé depuis qu'on est né. On peut dire que c'est 65 ans, c'est-à-dire qu'on devient vieux, on peut dire 70 ans, on peut dire 75 ans. On dit, voilà, si vous atteignez cet âge-là, vous êtes un vieux. C'est un peu ça qu'on a dans notre société. Mais on peut avoir une approche tout à fait différente, et c'est regarder par l'autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire de regarder combien il nous reste de temps à vivre. Et on a des collègues qui ont mis sur pied un indicateur qui est de dire, bien, si on regardait plutôt, on devient vieux le jour où, collectivement, à un âge où il nous reste 10 ans à vivre, ou 5 ans à vivre. C'est à ce moment-là qu'on devient un groupe de vieux. Eh bien, on a fait l'expérience avec 10 ans. Je répète que c'est arbitraire, que ce soit le 65 ou le 75, ou que ce soit le 10 ans avant de mourir. Eh bien, c'est arbitraire, mais au moins, ça tient compte de l'espérance de vie, qui est mon leitmotiv très important. Et ce que l'on observe pour le Québec, eh bien, c'est que ce que l'on observe au Québec, c'est que si on prend la définition des 65 ans et plus, eh bien, les 65 ans et plus, eh bien, on voit que de 1951, c'est autour de 5 %, on pourrait voir que ça va aller à 30 % et c'est la catastrophe. Tout le monde parle du vieillissement de la population, les 65 ans et plus vont former 30 % de la population, etc., etc. Ce sont des vieux. On a beaucoup trop de vieux dans la société, etc. Si on prend l'autre définition, même si elle part au même niveau en 51, autour de 5 %, eh bien, on voit que l'âge, la population pour laquelle il reste 10 ans à vivre, eh bien, évolue très lentement. Au tournant du siècle, c'était autour encore de 5 % et on pourrait voir au maximum 10 % de la population qui serait des vieux. Alors là, le discours doit changer, c'est-à-dire qu'on fait un discours, est-ce qu'on fait un discours sur les personnes âgées, c'est les 65 ans et plus, ou bien on fait un discours sur les vieux en tant que tels. Eh bien, il faut voir que c'est tout à fait différent, la perspective que l'on prend à ce moment-là. Alors, les centenaires. Alors, je vous ai parlé des centenaires pour les jeunes d'aujourd'hui, qui la moitié vont vivre autour de 100 ans. Eh bien, il y en a présentement des centenaires. Il y en a au Québec 1700. Si on regarde l'évolution, c'est peut-être ça qui est le plus important. Ici, il faut être prudent, c'est une échelle logarithmique. Eh bien, le nombre de centenaires est en croissance totale. Donc, dans notre société, il y a de plus en plus de centenaires et présentement, au Québec, il y en aurait autour de 1700. Alors, donc, c'est un nombre important, mais qui va, si on fait des projections, et on reviendra là-dessus, si on fait des projections du nombre de centenaires, eh bien, on a fait une petite projection, notre ami Vaupel en a fait une. Les enfants qui naissent aujourd'hui, eh bien, la moitié d'entre eux seront centenaires. Mais le phénomène plus important que l'on observe, c'est celui du vieillissement à l'intérieur du vieillissement. C'est-à-dire que
Si on regarde la proportion des personnes, la croissance des personnes selon le groupe d'âge dont ils font partie, eh bien, on voit que la croissance entre 1970 et 2015 des tous âges, eh bien, la croissance des personnes est relativement faible comparée à la croissance des personnes âgées, que ce soit les personnes de 65 ans et plus, que ce soit les personnes de 75 ans et plus, mais le plus important, et ça c'est récent, ça vient de se passer depuis le début du présent siècle, c'est la croissance phénoménale des personnes de 85 ans et plus. Donc, c'est un phénomène avec lequel on doit vivre et pour lequel on doit avoir des politiques en conséquence. Alors, si on revient sur ces vieux que l'on veut observer, eh bien, c'est qu'on se place dans un contexte plus historique, qui est celui qui a été développé par Peter Laslett en 1989, où il a dit le cycle de vie qui, de tout temps, avait été les enfants, l'âge adulte et les vieux, eh bien, il est dépassé, ce cycle de vie à 3 temps. On a maintenant un cycle de vie à 4 temps. Il y a les enfants, les adultes, mais il y a aussi le nouveau troisième âge. Et le nouveau troisième âge, c'est la période de la vie qui va de la retraite à la vieillesse. Et le nouveau quatrième âge, pour Peter Laslett, eh bien, c'est celui qui dépend d'un phénomène important qui est lié à la dépendance physique. Or, c'est évident que toutes les personnes très âgées n'ont pas nécessairement une dépendance physique, mais pour étudier les personnes très âgées, ce qu'on appelle les oldest old, eh bien, les démographes, notre collègue Jean-Marie Robin a fait un article là-dessus, on prend les personnes âgées, soit de 80 ans ou de 85 ans et plus, et on regarde quels sont les comportements et quelles sont les caractéristiques de ces gens qu'on appelle les oldest old ou les personnes très âgées. Alors, d'une société jeune, avec peu de moyens, eh bien, on est passé à une société vieille en perspective, donc on ne pourra qu'avoir une société, les sociétés vieilles, étant donné les régimes démographiques que l'on a. Mais Henri Mandras, qui est un sociologue important en France, avait écrit avec ses collègues d'un collectif qui s'appelait Durn, dans la revue Futurib en 1988, que le troisième âge animera la société de demain. Donc, pour Mandras, sociologue, et pour les économistes qui l'accompagnaient, c'est vraiment là que ça va se passer et c'est là qui va être le moteur de la société de demain. On passe à un autre phénomène démographique, on les passe un peu assez rapidement. Alors, l'immigration. Alors, il y a 2 types de migration, l'immigration internationale, l'immigration interprovinciale. L'immigration internationale au Québec, bien, il y a eu des hauts et des bas pour toutes sortes de raisons. Présentement, on est autour de 49 000 personnes qui rentrent au Québec en 2015, alors que certains décideurs publics, les chambres de commerce, les gens d'affaires aimeraient beaucoup voir le nombre d'entrées autour de 60 000. Je crois qu'on n'a pas, c'est pas l'occasion d'un débat ici maintenant. C'est un sujet qui est évidemment dans l'air, dont on parle quasiment tous les jours. L'élément important, eh bien, c'est qu'on diversifie les origines. C'est-à-dire que dans le sillon des peuples fondateurs, des Européens, eh bien, on a maintenant une migration de type minorité visible très diversifiée en termes de pays d'origine. Alors, si on regarde, et ça c'est très important pour le Québec, si on regarde le pays qui arrive le premier en termes d'effectifs qui rentrent au pays, si on regarde l'évolution depuis 1982 à 2014, eh bien, on voit que ce n'est jamais le même pays qui arrive premier, pour avoir autour de 10 % de l'immigration. Et si on regarde les 9 autres avec le premier, eh bien, jamais il ne dépasse en gros 50-55 %. Et les couleurs, vous voyez, sont tout à fait différentes. Donc, on n'a pas ce phénomène d'immigration massive qui vient d'un pays ou d'un territoire. C'est très diversifié et ceci prévient de beaucoup la ghettoisation que l'on pourrait observer et que l'on observe dans beaucoup de pays à cause de cette migration très concentrée sur un pays d'où viennent les immigrants. Alors, mon collègue français, dans les années 70, qui visitait le Québec, avait dit le Québec, c'est vraiment le pays qui est fait pour l'immigration. Imaginez-vous, il n'y a aucun pays au monde qui a un ministre de l'immigration
qui s'appelle M. Bienvenu. Alors, M. Bienvenu était ministre de l'Immigration de 72 à 76, et donc, vraiment, ça nous caractérise vraisemblablement d'avoir eu un ministre de l'Immigration qui s'appelait M. Bienvenu. Un concept qui se développe beaucoup au Canada et au Québec, c'est celui des minorités visibles. Alors, les minorités visibles, c'est un concept qui a été développé par le gouvernement fédéral et qui correspond à la définition que l'on trouve dans la loi sur l'équité en matière d'emploi. Alors, il s'agit de personnes, et ça c'est très important de voir toutes les nuances, il s'agit de personnes autres que les Autochtones et qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Donc, voilà la définition au Canada de ce qu'on appelle une minorité visible. Alors, qui sont les membres de ces minorités visibles? Eh bien, vous en avez toute une description ici. C'est les Chinois, les Arabes, les Japonais, les Coréens, les Asiatiques, les Latinos, les Philippins, etc. Donc, ce sont des gens qu'on appelle, que l'on caractérise dans notre vocabulaire statistique de personnes issues ou faisant partie des minorités visibles. Eh bien, si on regarde comment évolue, où on en est rendu par rapport aux minorités visibles au Canada, eh bien, on voit que, ça c'est important aussi de le mentionner, qu'on doit toujours comparer le Québec avec le reste du Canada plutôt qu'avec le Canada, parce que autrement, il y a un biais très important. Eh bien, on voit qu'au Québec, les minorités visibles, en 2001, il y en avait à peine 5 et qu'on est rendu aujourd'hui, en 2017, autour de 10 Alors que dans le reste du Canada, eh bien, c'était le double, c'est-à-dire au-delà de 10 en 2001, et maintenant, c'est un peu au-delà de 25 Donc, le phénomène des minorités visibles n'a pas du tout le même poids politique qu'il ne peut avoir au Canada qu'il ne peut l'avoir au Québec. Mais en particulier, si on prend le Québec sans Montréal, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de minorité visible qui habite quasiment hors de la région métropolitaine de Montréal. Et ça aussi, c'est une autre dynamique importante à observer. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire en termes de conclusion sur l'immigration? Bien, il y a aussi l'immigration interprovinciale dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Alors, l'immigration interprovinciale, c'est les mouvements entre les provinces du Canada. Et de tout temps, en gros, sauf quelques années d'exception, il y a toujours eu plus de gens qui quittaient le Québec que de gens qui rentraient au Québec des autres provinces. Le déficit présentement, entre les entrées et les sorties, il est de 15 000 personnes en 2015. Or, la balance migratoire, eh bien, tant internationale qu'interprovinciale, devra devenir de plus en plus positive car elle devra contrer un accroissement naturel négatif appréhendé, c'est-à-dire que d'ici quelques années, au Québec, il va y avoir beaucoup plus de décès qu'il n'y a de naissances. Et à ce moment-là, si la balance migratoire n'est pas très positive, bien, il ne peut y avoir que décroissance de la population. Alors, quel bilan peut-on poser suite à cet exposé en rafale? Eh bien, c'est que le comportement des Québécois a été et reste à l'avant-garde. La société québécoise de 2016, au point de vue démographique, n'a rien à voir avec celle de 1966. La cause, eh bien, c'est la Révolution tranquille et ses suites, et qui, dans le domaine de la démographie, la Révolution tranquille, eh bien, elle fut beaucoup plus révolutionnaire que tranquille. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ces comportements. Donc, au point de vue démographique, pour les phénomènes démographiques, la société québécoise est une société nettement distincte du reste du Canada par rapport aux phénomènes démographiques, la plupart des phénomènes démographiques. Mais le contexte dans lequel on doit terminer ce bilan, c'est que le Québec doit planifier son développement en tenant compte, ce qu'il ne fait pas présentement, que la société québécoise est vieillissante à un rythme important. Alors, on en est rendu à la fin. Il faut parler peut-être du futur. Alors, le futur, eh bien, je vais vous le présenter en rafale. Ça va sans doute être un peu provoquant, mais il faut voir comment ça risque de se passer dans ce qui s'en vient au, au, Québec. Québec. 1 million 800 000 personnes. 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 1 million 800 0
Alors, d'abord, si on regarde les projections de projections au Québec, eh bien, pendant les années 80-90, on prévoyait, étant donné les comportements démographiques d'alors, que la population du Québec atteindrait un plafond et se mettrait à décroître. C'est-à-dire qu'on serait aujourd'hui autour, si vous voulez, du plafond, et graduellement, la population du Québec décroîtrait. C'était les projections qui étaient faites dans les années 80-90 par l'ISQ. Or, les comportements ont changé quelque peu, mais suffisamment pour qu'on soit en mesure maintenant de prévoir qu'il n'y aura pas de décroissance appréhendée avant 2061. On aura une croissance lente, mais qui va se produire jusqu'en 2061, alors que jadis, et c'était on l'a contré, cette décroissance, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il ne faut pas rester à un seuil et d'avoir une population décroissante, et les comportements ont changé et ont permis d'avoir une croissance relativement faible qui va se passer jusqu'en 2061. Le fin du remplacement des générations. Alors, les couples québécois ne font pas 2 enfants par famille. On l'a montré tout à l'heure, vous voyez que c'était conjoncturel, ce n'est pas conjoncturel, c'est un comportement des jeunes couples, des générations nouvelles qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas 2 enfants pour famille. Et en général, les sociétés aiment bien avoir le remplacement des générations. Eh bien, on peut peut-être aller voir dans un roman d'anticipation comment ça se présente. Alors, Madame Margaret Atwood, dont on parle beaucoup ces jours-ci pour un autre roman qui sort à la télévision, a fait un film. Il y a eu un film en 1966 suite à son roman qui s'appelait The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, où l'État crée une profession pour faire des enfants, une profession féminine où on paie des femmes pour faire des enfants, et c'est une profession. Ce n'est plus dans le couple, mais c'est une profession. On les paie, ils élèvent les enfants et ils permettent d'avoir le remplacement des générations. Alors, dans le roman de Mme Atwood, c'est pour les couples infertiles. Pour le Québec, ça pourrait être pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire que si on trouve que les couples n'en font pas assez et que l'immigration se tarit, eh bien, il y a peut-être moyen de développer une nouvelle profession féminine qui serait celle de faire des enfants. Ce n'est pas nécessairement tout ce que les dames veulent. Bon, on est dans une société multiculturelle. Eh bien, au Canada, en 2051, on prévoit que 50 % des personnes de 65 ans et plus seront nées à l'étranger. Il faut bien voir que la deuxième partie du siècle, gérer le vieillissement de la deuxième partie du siècle, du présent siècle, bien, ça va être sûrement tout à fait différent que de le gérer la première partie, puisque présentement, les personnes âgées sont des personnes qui sont en général nées au Québec. Il y en a un certain nombre qui sont nées à l'étranger, mais avec des modèles de microsimulation dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, on est en mesure, avec des collègues, de prévoir que 50 % des gens de 65 ans et plus seront nés à l'étranger. Si on regarde maintenant pour les nombres, eh bien, les nombres, en 2100, au Canada, on voit que le nombre de personnes de 85 ans et plus pourrait varier entre 4,5 millions et 8,5 millions, c'est-à-dire un très grand écart dans les projections faites par 2 organismes sérieux. La ligne bleue, c'est les Nations unies, la division de la population des Nations unies, et la ligne rouge, c'est un institut de recherche qui est à Vienne, qui s'appelle l'IASA, l'International Institute Applied System Analysis. Or, si on regarde les projections de Statistique Canada, la ligne verte, aujourd'hui, jusqu'à 2050, en 2060, les courbes sont à peu près semblables et ce n'est qu'à partir de 2050 où il y a un écart très important entre les projections de personnes âgées de 85 ans et plus, selon qu'on regarde celle d'un institut ou d'un autre. D'où vient cette différence? Ce n'est pas une question de méthode, il y a peut-être des petits éléments de méthode. L'élément fondamental de cette différence de projection, c'est que l'IASA, dans ses projections, tient compte du niveau d'éducation des personnes. Or, dans le passé, il y a toujours eu une corrélation très importante entre une mortalité faible et une éducation élevée. Alors, si on tient compte que les futures personnes âgées qui vont arriver dans les années 2100, les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, elles vont avoir eu une éducation importante. Et si la loi
la corrélation se maintient entre faible mortalité et niveau d'éducation, eh bien, on pourrait avoir au Canada non pas 4 500 000 personnes, mais bien 8 500 000 personnes. Alors, les progrès de la mortalité. Eh bien, les progrès de la mortalité, eh bien, ils se passent présentement sur une trajectoire d'immortalité. C'est-à-dire que le groupe de Laurent Alexandre, qui nous parle souvent là, de ce fait qu'on se dirige vers une situation où on va dépasser, mais nettement, l'espérance de vie à 100 ans d'ici quelques années. Nettement, l'espérance de vie à 100 ans. Pourquoi, disent-ils, ces gens qui étudient la situation? Eh bien, c'est à cause de la révolution de ce qu'ils appellent les NBIC, c'est-à-dire qu'en même temps, depuis le début du présent siècle, 2000, eh bien, il y a eu des développements tellement importants dans ces domaines-là qu'on peut prévoir que l'avenir va être complètement différent de ce qu'on avait prévu jusqu'à présent. Mais c'est quoi le développement des NBIC? Bien, c'est les développements dans les nanotechnologies, ce sont les développements dans les biotechnologies, ce sont les développements en informatique et ce sont les développements dans les sciences cognitives. Sciences cognitives, c'est l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle, on en parle ici, là, dans le périmètre, là, c'est-à-dire que Montréal est une ville où la recherche en intelligence artificielle se développe de plus en plus. Et donc, Montréal participe à ce mouvement d'amélioration imprévisible jadis de l'espérance de vie, bien au-delà de 100 ans. Les auteurs disent que ça pourrait aller peut-être jusqu'à l'immortalité, si vous voulez. C'est le transhumanisme. Enfin, on ne voit pas le bout, mais il y a une chose de sûre, c'est que les développements des NBIC, il est réel. Vous pouvez vous renseigner là-dessus et vous allez voir que c'est assez vertigineux. Autre perspective moins rose, c'est celle que si l'épidémie de l'obésité n'est pas contenue, on pourrait se retrouver dans une situation où on aurait une baisse importante de l'espérance de vie en santé. Souvent, on compare l'obésité, l'épidémie d'obésité, à l'épidémie du tabagisme. Alors, le tabagisme n'a pas arrêté l'espérance de vie, tout l'état de santé, mais a été très négatif pour ceux qui fumaient. Alors, en termes de mortalité, alors que l'obésité risque de l'être moins. Et lorsqu'on fait une étude des facteurs de risque, eh bien, il a été démontré que nos collègues, que les facteurs de risque n'étant pas les mêmes pour l'obésité que pour le tabagisme, eh bien, il y a une image qui était sortie, c'était de dire, eh bien, tobacco kills, obésité disables. Et donc, les gens obèses ne mourront pas. Ils vont être plein de maladies, plein d'incapacités, sans pour autant mourir à des âges nettement plus jeunes. Autre conséquence de la baisse appréhendée de la mortalité, je m'excuse, eh bien, on va observer dans le futur, bientôt peut-être, beaucoup de familles à 4 générations ou des familles à 5 générations, c'est-à-dire enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. C'est un cylindre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le latéral, tout est dans le cylindre. Et là, à ce moment-là, les relations intergénérationnelles dans un système où il y a 4 ou 5 générations qui vivent en même temps, les relations intergénérationnelles d'une part et les réseaux d'entraide d'autre part risquent d'être complètement perturbés par cette donne qui est que la mortalité va évoluer à un rythme vraisemblablement très important. Et puis, on en arrive à la fin de cet exposé où on peut affirmer, certains l'en doutent, qu'on aura peut-être une fin appréhendée des recensements au Canada. Dans beaucoup de pays d'Europe en particulier, il n'y a plus de recensement. On s'organise autrement pour connaître la population. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver peut-être au Canada. Mes collègues de Statistique Canada ne sont pas tous convaincus, mais quand même, un document qui est sorti il y a quelques semaines, en juillet 2017, de quoi on parle dans ce document? De la création de registres statistiques. Ah, mes petits registres statistiques qui nous reviennent. On n'est plus à l'ère de Big Brother, on est à l'ère de Big Data. Et donc, Statistique Canada met sur pied des groupes de travail
pour améliorer l'efficience du recensement, d'une part, mais surtout créer des registres de population qui peuvent être utiles dans divers domaines. Eh bien, pour terminer, ça va être l'épilogue. Dans mon enfance, quand j'étais à Trois-Rivières, eh bien, il y avait un projet régional qui était qu'on voulait un pont sur le Saint-Laurent, entre la rive nord et la rive sud. Et ce pont-là, on ne l'avait pas. Et donc, il y a eu des chambres de commerce ont incité les radios locales à toutes les heures à dire un pont, il nous le faut, et nous l'aurons. Et puis, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, c'est le pont La Violette qui est à Trois-Rivières, qui va de la rive sud, de la rive nord à la rive sud. Eh bien, pour la démographie, eh bien, je pense qu'on peut affirmer un peu ça. Des registres de population, vous savez que c'est ma marotte depuis les années 70, eh bien, il nous les faut et nous les aurons. Merci. On a le temps pour une ou deux questions. On est pressé un peu par le temps, par la contrainte, c'est l'arrivée pour le cocktail est très important, le cocktail naturellement, autant que les registres du professeur Légaré. Donc, j'inviterai une ou deux questions possiblement. Oui, allez-y. Je crois qu'il faut bien voir que l'obésité, elle est un peu d'un type différent selon qu'on est chez les personnes plus âgées et chez les personnes jeunes qui vont vieillir en obésité. Les plus âgés, souvent, sont devenus obèses avec le temps. Je crois que ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'indicateurs qui permettent de croire que l'espérance de vie, la tendance séculaire de l'espérance de vie, tout état de santé, va être brimé par l'obésité, par la crise de l'épidémie de l'obésité, puisque ce qui est montré en général, les gens meurent un peu plus jeunes, mais ils ne meurent pas toujours. Au contraire, ils vivent longtemps dans leur état de morbidité. Et donc, vivant longtemps, eh bien, ça veut dire que l'espérance de vie en santé va diminuer pour l'ensemble de la population. Mais, et ça a des implications très importantes au point de vue financier par rapport au système de santé, c'est pas vous que je veux dire ça. Donc, c'est très important d'avoir, de contenir cette prise de l'épidémie d'obésité, mais tout en sachant, c'est le futur dont on parle. Dans le futur, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, mais ce que l'on observe présentement, c'est que les gens ne meurent pas plus tôt qu'à cause de la crise d'obésité. Mais ils sont malades, ils ont des incapacités à cause de cette obésité. Non, je pense qu'on ne peut pas dire que ça a été regardé. On peut faire des hypothèses par rapport aux revenus. Aux revenus, je crois que ça remet tout en question le système des caisses de retraite, qui est à revoir en fonction de ces éventualités-là.
Je pense qu'elles sont dans l'air, ces éventualités, et si on attend trop longtemps, bien, ça va être trop tard. Donc, je pense que ça remet en question les caisses de retraite telles qu'elles existent présentement, que ce soit les caisses d'État, que ce soit les caisses privées, etc. Donc, et les jeunes d'aujourd'hui ne planifient pas beaucoup leurs caisses de retraite pour le futur. Donc, c'est un sujet qui va devoir devenir à la mode. On en parle parce que, comme vous avez très bien dit, s'ils sont 5 générations à devoir vivre à partir d'un même pécule, eh bien, ça risque d'être très compliqué. Parce que ce n'est pas dit nécessairement que c'est la personne de la plus haute génération qui va être la plus riche, c'est peut-être celle la plus jeune qui va être la plus riche, qui devra faire une redistribution différente entre les générations. C'est purement hypothétique tout ça, mais la possibilité, étant donné l'évolution de la mortalité, c'est qu'il va y en avoir beaucoup de 4 générations, avec souvent des ménages reconstitués, ce qui est assez compliqué, parce que ça aussi, ça vient ajouter une dimension. Ce ne sont pas des gens qui vont avoir été dans le mariage pendant 25, 30 ou 40 ans. Là. Il va y avoir des unions complexes qui se sont établies à ce moment-là, mais les générations, elles risquent d'être au nombre de 4 ou au nombre de 5. Et il faut être conscient que les choses changent dans ce domaine à un rythme effarant. Mon collègue me donnait des données récentes du recensement sur les personnes, les ménages. Eh bien, au Canada, présentement, eh bien, 25 des ménages sont des couples avec enfants. 25 des ménages, couples sans enfants. Et 25 de ménages, seuls, personnes seules. Alors ça, c'est quand même très important de retrouver en 2017 au Canada que 25 des ménages sont des ménages d'une seule personne, ce qui a des éléments économiques très importants au point de vue consommation. Quand on vit en couple, on a un frigidaire. Là, on va en avoir 2, vraisemblablement. Et ça nous amène à un nouveau type de ménage qui se répand de plus en plus, surtout chez les personnes âgées, mais chez les jeunes aussi, qui est ce qu'on appelle de vivre en couple sans cohabitation. C'est-à-dire que chacun a son appartement, même s'ils ont une vie de couple, une vie sentimentale, etc. Et ça se passe chez les personnes âgées, ça se passe aussi chez les jeunes, même chez les jeunes couples, donc où chacun a son territoire qui est de la non-cohabitation dans l'état du couple, d'une vie de couple amoureuse, si vous voulez. C'est très important comme développement. J'invite à poursuivre la discussion au cocktail qui est dans la salle attenante ici. On remercie encore le professeur Légaré.